Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à nouveau dans Neutrality Studies. Je suis Pascal Lotaz, professeur associé à l'Université de Kyoto, et aujourd'hui, j'ai le privilège, sinon le plaisir, très particulier, de m'entretenir à nouveau avec le professeur Marandi de l'Université de Téhéran. Il est à Téhéran, en Iran, en ce moment même. Professeur Marandi, bienvenue à nouveau. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est un grand plaisir. Eh bien, je suis heureux de vous parler. Je suis content que nous puissions discuter, car votre pays est attaqué. À mon avis, il a été attaqué de manière assez vicieuse et trompeuse samedi. Nous parlons aujourd'hui, le 3 mars, c'est mardi. Pouvez-vous nous dire comment vous allez, comment les choses se passent-elles, et comment vivez-vous toute cette tragédie qui se déroule? Eh bien, vous savez, l'histoire est, à mon sens, pas vraiment meilleure. C'est la troisième guerre que les États-Unis mènent contre l'Iran. En 1980, lorsque Saddam Hussein a envahi notre pays à la demande des deux superpuissances, les États-Unis sont devenus de plus en plus la force motrice derrière lui. L'Occident lui a fourni des armes chimiques, principalement venues d'Allemagne, des usines qui les produisaient. Ils ont installé ces usines à travers l'Irak et massacré de nombreuses personnes. Rien qu'à Halabja et dans les zones environnantes, ils ont tué 6500 Kurdes en quelques minutes. Et les États-Unis n'ont rien fait. Et puis finalement, alors que Saddam perdait encore la guerre, les États-Unis sont entrés dans la mêlée. Ils ont combattu aux côtés de Saddam Hussein. Ils ont coulé des navires iraniens, détruit des installations pétrolières iraniennes et abattu un avion de ligne iranien, tuant 290 personnes. Ensuite, plus récemment, nous avons assisté à la guerre de 12 jours, au cours de laquelle les États-Unis, par la tromperie, ont fait semblant de négocier avec l'Iran. Par la suite, entre les 5e et 6e cycles de négociation, il y a eu une attaque éclair. Et maintenant, bien sûr, cette troisième guerre, dans laquelle les États-Unis s'impliquent directement, est une autre guerre de choix, menée au profit du régime de Netanyahou et de la classe dirigeante qui domine les États-Unis. Excusez-moi. Donc ce n'est pas nouveau. Mais cette guerre est une vaste campagne aérienne. Les États-Unis ont mobilisé absolument tout ce qu'ils pouvaient pour mener des frappes aériennes. Et comme les principaux atouts militaires de l'Iran sont profondément enfouis sous terre, et donc inaccessibles au régime américain et au régime de Netanyahou, ils bombardent les villes, ils bombardent les infrastructures civiles et les habitations, ils bombardent les hôpitaux. La nuit dernière, j'étais à la télévision iranienne pour une émission, et 1 heure plus tard, ils ont bombardé la télévision iranienne. La veille, ils avaient également bombardé la télévision iranienne. Le studio où je devais me rendre a été bombardé la veille. Et puis, la nuit dernière, je suis allé dans un autre endroit. Je ne sais pas exactement ce qui a été touché, mais ils ont bombardé le complexe de la radio et télévision nationale iranienne. Ils bombardent des hôpitaux, ils bombardent des écoles. En ce moment même, pendant que nous parlons, une procession funéraire a lieu dans la ville de Minab. Ce n'est pas une très grande ville. Le premier jour, des missiles américains ont frappé une école primaire, tuant environ 165 écolières. Et il y a eu une indifférence totale dans les médias occidentaux, la BBC, CNN, tous les autres, parce que ces enfants ne valent rien à leurs yeux. Et ce même jour, ils ont aussi bombardé un gymnase où de jeunes filles jouaient au basket, et ils ont assassiné les joueuses. Désolé, ils jouaient au volleyball, et ils ont tué les joueurs de volleyball. Alors, dès le premier jour, les Iraniens ont décidé de fermer toutes les écoles. Nos écoles et universités sont fermées.
J'avais cours hier, mais comme c'était fermé, je n'ai pas enseigné. Je ne sais pas si nous aurons des cours en ligne dans les jours ou les semaines à venir. C'est aussi d'ailleurs pendant le Ramadan. Beaucoup de gens jeûnent. Et dans un peu plus de 2 semaines, nous aurons le Nouvel An iranien. Ainsi, la mort et la destruction s'abattent sur le peuple iranien dans une guerre de choix menée par les Américains pendant cette période. La nuit à Téhéran, nous sommes bombardés. Le jour, nous sommes bombardés. Et ils utilisent ce qu'on appelle une double frappe, je crois que c'est le terme, des frappes aériennes en 2 temps. Sur la place Ferdowsi, un de mes amis s'y trouvait. Ils ont frappé la place, les bâtiments autour, puis les gens se sont précipités pour aider, les secouristes et d'autres. Et alors qu'ils tentaient de trouver des survivants, ils ont frappé le même endroit à nouveau. Voilà ce à quoi nous faisons face. 2 régimes barbares, dépourvus d'humanité. Mais les Iraniens ripostent. Nous voyons des missiles iraniens frapper la Palestine occupée. Nous voyons les Iraniens viser des intérêts américains dans le Golfe Persique. Et les États-Unis en souffrent. Des avions américains ont été abattus. Juste, prenons un instant pour en parler, afin de mettre tout le monde à jour. Savez-vous quel est le bilan officiel des morts jusqu'à présent? Et à Téhéran, pouvez-vous encore vous déplacer? Ou bien tout le monde est-il effrayé et caché dans des abris ou autres? Comment la vie fonctionne-t-elle en ce moment à Téhéran? Eh bien, la nuit, les gens... Enfin, laissez-moi d'abord dire que le gouvernement et le Conseil suprême de sécurité nationale, dès le premier jour, ont demandé aux personnes qui n'avaient pas besoin de rester à Téhéran de partir. Parce que les États-Unis et les Israéliens bombardaient les infrastructures civiles. Par exemple, ils ont bombardé le bâtiment central des services d'urgence, les ambulances. Ils ont bombardé le bâtiment central du Croissant Rouge. Voilà donc les monstres auxquels nous avons affaire. Ce sont des services purement humanitaires. Ils sont simplement là pour secourir des gens. C'est tellement dur, c'est ça le but. C'est ça le but. Tout comme l'attaque en double frappe. Le fait est, eh bien, ce que j'allais dire, c'est que la nuit dernière à Téhéran et la nuit précédente, il y a eu d'immenses rassemblements de personnes à travers la ville pour soutenir les forces armées et commémorer le martyre de l'ayatollah Khamenei. J'ai mis des extraits de ces scènes sur ma chaîne Telegram et publié quelques vidéos sur mon compte Twitter. D'énormes foules, mais pas en un seul endroit, réparties sur différentes places de Téhéran, aussi bien la nuit dernière que la nuit précédente, sous le feu aérien, sous les frappes aériennes. Et sur certaines images, on peut voir des gens dans les rues pendant que les Israéliens bombardent et que les défenses solaires sont en action. Et les gens, hommes et femmes, tiennent bon, dénoncent le régime Trump et expriment leur soutien à l'État et aux forces armées. Mais pour les entreprises, ce n'est pas le cours normal des affaires. Beaucoup sont fermées. Celles qui restent ouvertes, je ne leur ai pas demandé, mais je suis assez sûr que si je vais dans certains des magasins encore ouverts, ils n'ont probablement pas beaucoup de clients. Téhéran est donc moins encombré, en partie parce que beaucoup de gens sont partis, mais aussi parce que beaucoup, je suppose, restent chez eux. Les services gouvernementaux fonctionnent, mais à un niveau minimal, afin de réduire le risque que leurs collègues, les employés de l'État, soient blessés, tués ou assassinés. Petite interruption rapide, car j'ai récemment été banni de YouTube. Et même si je suis de retour, cela pourrait se reproduire à tout moment. Alors merci d'envisager de vous abonner non seulement ici, mais aussi à ma liste de diffusion sur Substack. C'est pascalotade.substack.com. Le lien se trouve dans la description ci-dessous. Et maintenant, retour à la vidéo.
C'est une situation vraiment, vraiment horrible, bien sûr. Pouvez-vous me donner votre évaluation de ce que fait l'Iran en ce moment? Je veux dire, d'un côté, il y a cet arsenal puissant des États-Unis qui est déchaîné contre l'Iran. Et bien sûr, la plupart des armes qu'Israël utilise sont également fabriquées aux États-Unis, et ils frappent manifestement de manière coordonnée. Mais l'Iran a maintenant décidé de riposter très durement, non seulement contre Israël, mais aussi contre l'ensemble des États du Golfe. Quelle est, selon vous, la stratégie ici, ou du moins ce que vous pouvez partager avec nous? Eh bien, je devrais aussi ajouter qu'en même temps qu'il massacre des Iraniens, à l'heure où nous parlons, le régime israélien bombarde le Liban et tue des civils libanais. Il bombarde Beyrouth, bombarde des immeubles d'habitation, les font s'effondrer, écrasant les gens à l'intérieur et détruisant des familles. Et cela se produit à un rythme effréné. Bien sûr, l'Occident détourne le regard, et les médias occidentaux détournent le regard. Aucune condamnation des frappes contre les civils, parce que c'est ce que fait l'Occident. Ils ont fait tomber le masque. Ce sont les barbares qu'ils ont toujours été, ces régimes, depuis des siècles, depuis l'essor des empires occidentaux. Et la façade, la prétention que nous avons vue pendant quelques jours, la rectitude politique que nous avons connue pendant quelques décennies, tout cela a disparu. Tout est désormais à découvert. En ce moment, les Iraniens pilonnent Israël, la Palestine occupée, avec des missiles. Et il semble que les défenses aériennes du régime israélien soient à court de moyens ou inefficaces, car presque tous les missiles iraniens passent. Et cela ne s'arrête pas. Les Iraniens lancent salve après salve. Dans le Golfe Persique, les Iraniens utilisent un autre type d'armes, car ils n'ont pas besoin de ces missiles longue portée. En ce moment même, ils bombardent Tel Aviv. Je ne sais pas si vous pouvez l'entendre. Mais vous pourriez l'entendre dans quelques secondes si certaines bombes tombent à proximité. Ainsi, dans la région du Golfe Persique et de l'océan Indien, les Iraniens utilisent des missiles à plus courte portée, car le Golfe Persique n'est pas très large et les actifs américains ne sont pas très éloignés. Les bases souterraines qu'ils utilisent là-bas tirent des missiles et des drones qui coûtent très peu cher à l'Iran. Et comme ils se trouvent tous dans des bases souterraines, ils ne sont pas accessibles aux États-Unis. Ils frappent des cibles liées aux États-Unis dans la région du Golfe Persique, des bases américaines, et les États-Unis ont déplacé leurs soldats vers des hôtels et d'autres bâtiments, de sorte que les Iraniens les frappent également dans ces endroits. Quelques installations pétrolières et gazières ont été endommagées, mais on ne sait pas comment cela s'est produit, ni qui en est responsable. Les Iraniens n'autorisent pas le pétrole ni le gaz à quitter le Golfe Persique. Comme vous le savez, le prix du pétrole et du gaz a augmenté, bien que l'Iran ne détruise aucun des pétroliers et qu'aucun dommage majeur ne soit signalé sur les installations pétrolières ou gazières. Mais s'il y a une escalade, je suis presque certain que cela se produira. Les pétroliers qui tentent de quitter le Golfe Persique, une poignée d'entre eux sous la pression des États-Unis, ont tous été touchés par l'Iran. Les autres pétroliers restent donc sur place. Ouais, donc en gros, ils sont bloqués et rien ne passe. Et alors, qu'est-ce que tu penses de... Tu sais, Donald Trump a dit, dès le tout début, dans ce discours complètement délirant, que toutes les forces iraniennes devaient déposer les armes, y compris la police, sinon elles seraient toutes tuées, chacune d'entre elles, a-t-il dit, et que l'objectif de la campagne de bombardement est de détruire toute l'infrastructure militaire. Puis, une fois cela fait, le peuple iranien devrait naturellement se soulever, prendre le pouvoir et en finir. Je veux dire, peux-tu nous dire à quel point ce scénario est réaliste? Eh bien, c'est délirant.
Mais l'Occident en général, les élites politiques, a toujours été délirant. Ils croient à leur propre propagande sur l'Iran. Ils dépensent des milliards de dollars chaque année en propagande anti-iranienne à travers des centaines de médias en langue persane qui émettent vers l'Iran ou sont accessibles depuis l'Occident. Chaînes de télévision, télévision par satellite, plateformes en ligne, en permanence, très hostiles envers le pays. Il existe des chaînes Telegram en persan et des sites web sophistiqués diffusant des informations sur l'Iran, plein de désinformation, cherchant à semer la peur et le désespoir parmi les Iraniens. Et ils ont des dizaines de milliers d'Iraniens sur leur liste de paix. Je veux dire, rien que dans un camp en Albanie, dont je suis sûr que vous avez entendu parler, l'organisation terroriste MEK, ils ont entre 3 et 4 000 personnes là-bas. Et ce ne sont que des trolls. C'est leur travail. Je veux dire, ce n'est qu'un petit exemple. Il y a toutes ces chaînes de télévision, ces sites web et d'autres fermes de trolls appartenant aux mêmes personnes ou à d'autres organisations terroristes ou aux monarchistes. Ils y investissent beaucoup d'argent. Et ensuite, ces gens utilisent cet argent pour payer des politiciens occidentaux qui, à leur tour, les soutiennent. Puis, au Parlement ou au gouvernement, ils approuvent de nouveaux financements. Cela renforce un récit sur l'Iran, parce que ces gens disent que l'Occident, les régimes et les élites occidentales, veulent entendre que l'Iran est impopulaire, que la République islamique est méprisée, qu'elle s'effondre, qu'elle est sur le point de s'écrouler, un château de cartes, et toutes ces absurdités. Et en fait, j'ai cette émission hebdomadaire que je fais depuis, je ne sais pas, 12 semaines environ, peut-être 3 mois, sur la chaîne Al-Mayadeen. Mais mon émission est en anglais, c'est un monologue. Et dans la dernière, celle de vendredi, le programme s'intitulait « Démystifier l'Iran ». Dans cet épisode, je parlais du récit sans fin de l'effondrement de l'Iran. J'ai montré que dans les années 1980, 1990 et au début du nouveau siècle, les titres et articles sur l'Iran dans le New York Times, le Washington Post, le Herald Tribune et tous ces autres médias, si l'on enlevait les dates et qu'on les publiait aujourd'hui, on ne verrait pas la différence. À l'époque déjà, ils disaient que le pays était sur le point d'imploser. Il y a 30 ans, la jeunesse s'était retournée contre le régime, comme ils aiment l'appeler, et celui-ci implosait. Une autre révolution était censée émerger. Si quelqu'un regarde cela, qu'il voit seulement les 10 premières minutes, c'est assez amusant. Ce récit ne s'arrête jamais. Ils fondent toujours leurs analyses sur de faux calculs et de fausses histoires. Ils mettent en œuvre une politique, se heurtent à un mur et n'apprennent jamais. Pendant la guerre de 12 jours, ils n'ont pas appris. Et maintenant, ils parlent de ce qu'ils vont faire à l'avenir en Iran. Si les Américains auront quelque chose à voir avec la gestion du pays et tout le reste, toutes ces hypothèses mensongères, et ils échoueront, sans aucun doute. L'Iran prévaudra, bien qu'à un grand coût pour le peuple iranien. Mais nous n'avons pas le choix. C'était une guerre d'agression imposée. Pourtant, l'Iran infligera une défaite stratégique au régime de Trump et de Netanyahou. Craignez-vous qu'Israël puisse utiliser des armes nucléaires contre l'Iran? Je ne pense pas que le monde acceptera cela. Je pense que ce serait aller trop loin. Le monde méprise déjà le régime israélien et il méprise le régime Trump. Même dans les pays alliés des États-Unis, beaucoup de gens ordinaires reconnaissent la véritable nature de ces régimes. Mais partout dans le monde, l'hostilité à leur égard grandit. Je ne pense pas que la Russie, la Chine et d'autres toléreront cela. Mais même s'ils le font, ils ne pourront pas détruire l'Iran avec quelques armes nucléaires. Et l'Iran a déjà déclaré que s'il existait une menace existentielle pour le pays, une menace existentielle, alors il modifierait sa posture nucléaire. L'Iran ne veut pas d'armes nucléaires. Il s'est abstenu d'en produire.
Iran does not want nuclear weapons. It has refrained from producing them, just like during the war when the West gave Saddam Hussein chemical. Tout comme pendant la guerre, lorsque l'Occident a fourni des armes chimiques à Saddam Hussein, l'Iran s'est abstenu d'en produire. Il y avait alors une fatwa, car les armes chimiques étaient jugées inhumaines. Et il y a aujourd'hui une fatwa concernant les armes nucléaires. L'AIEA a déclaré qu'il n'y avait jamais eu la moindre indication que l'Iran se dirigeait vers l'arme nucléaire à un moment quelconque. Les services de renseignement américains ont reconnu, au moins depuis 2003, qu'il n'y avait jamais eu une telle démarche. Mais nous avons entendu, au cours de l'année écoulée, à 2 reprises, un conseiller du guide, le Dr Karazi, qui fut ministre des Affaires étrangères sous le gouvernement Khatami pendant plusieurs années. En tant que conseiller du guide, il a déclaré à 2 reprises que l'Iran modifierait sa posture nucléaire en cas de menace existentielle. Et le Dr Larijani, lorsqu'il était conseiller du dirigeant, le Dr Larijani, qui est aujourd'hui président du Conseil suprême de sécurité nationale et une figure très importante, a lui aussi déclaré que s'il existait une menace existentielle, l'Iran modifierait sa posture nucléaire. Donc, espérons-le. Je veux dire, le simple fait que vous posiez cette question et le simple fait que tant d'autres personnes la posent montre à quel point le régime israélien est barbare, au point que l'on puisse même envisager une telle chose. Et cela montre à quel point les régimes occidentaux sont barbares, et à quel point les médias occidentaux sont capturés par la classe Epstein, au point qu'ils blâment toujours les victimes. Ils ne blâment jamais le régime israélien pour le génocide ou l'agression, et ils ne soulèvent pas ce genre de questions. Ils détournent le regard, parce que leurs journalistes ne sont pas de vrais journalistes. Ce sont des employés de la classe Epstein. C'est complètement fou. Je veux dire, quand la guerre à grande échelle avec l'Ukraine a éclaté, la soi-disant opération militaire spéciale, tout l'Occident criait au scandale, parce qu'un État doté de l'arme nucléaire attaquait un État non nucléaire. Et cette fois, ce sont 2 États dotés de l'arme nucléaire, 2, qui coopèrent pour attaquer un État non nucléaire qui répète « Nous ne voulons pas d'armes nucléaires ». Et l'autre camp l'accuse d'en vouloir. Cela fait 30 ans qu'ils disent « Nous n'en voulons pas ». Ils ne les produisent pas. Mais c'est là toute l'absurdité de la situation vers laquelle nous nous dirigeons. Puis-je simplement redemander, pour bien vous comprendre, je veux dire, le guide suprême de l'Iran, l'ayatollah Khamenei, a été tué dimanche. Êtes-vous en train de dire que pour l'Iran, ce n'est pas encore une menace existentielle? Autrement dit, vous ne le percevez pas encore à ce niveau. Donc l'Iran fonctionne toujours selon un autre ensemble d'hypothèses sur la manière de mener une guerre. Eh bien, tout d'abord, il est le dirigeant religieux le plus important du monde chiite, et il compte le plus grand nombre de fidèles parmi les chiites du monde entier. Nous avons aussi d'autres figures, comme l'ayatollah Sistani, l'ayatollah Makarim Shirazi et d'autres, qui ont de nombreux partisans, mais eux aussi le soutiennent et sont tous indignés. Ainsi, le monde chiite tout entier est en ébullition. Sa crédibilité auprès des musulmans sunnites a augmenté de façon spectaculaire, car il est la seule personne à défendre le peuple palestinien, le seul dirigeant. Personne d'autre ne le fait. Et les pays chiites, l'axe de la résistance, sont les seuls à faire des sacrifices pour arrêter le génocide à Gaza, que ce soit au Yémen ou au Liban. Le Liban a fait d'énormes sacrifices. La résistance là-bas. Des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants ont été massacrés par les Israéliens dans ce petit pays. Des milliers. Et ainsi, les sunnites du monde entier voient de plus en plus clair, à travers la propagande qatari, saoudienne, d'Erdogan et des Émirats arabes unis. Ils essaient depuis des décennies de diaboliser l'Iran et les chiites et de créer des divisions par la calomnie et la désinformation. Parce qu'ils sont tous dans le camp américain. Je veux dire, à l'heure où nous parlons, ils accueillent tous des bases américaines.
La Turquie transporte du pétrole vers Israël, vers le régime israélien. Les avions AWACS de l'OTAN survolent la Turquie pour aider à recueillir des informations sur l'Iran. Les bases américaines en Turquie sont utilisées, et en Jordanie, leurs bases le sont aussi. Leurs radars fonctionnent en Jordanie. Il y a un grand nombre d'avions américains sur les bases aériennes saoudiennes. Ainsi, les populations du monde islamique voient que cette propagande, qui dure depuis près de 5 décennies, a toujours reposé sur des mensonges, et que les seuls à se sacrifier pour les sunnites palestiniens, sont l'axe de la résistance. Mais cela va encore plus loin, car les Iraniens ont toujours soutenu les opprimés. Cela fait partie de leur idéologie religieuse, surtout en tant que chiites. Ils ont une vision idéologique particulière et soutiennent les opprimés. Ils soutiennent Cuba, ils soutiennent le Venezuela. Ils ont soutenu la résistance en Afrique australe contre l'apartheid. Ainsi, dans tout le Sud global, pas tellement en Occident, mais dans le Sud global, de nombreuses personnes en quête de libération perçoivent l'Iran d'une manière très différente de celle présentée par l'Occident. Et au cours des 2 dernières années et demie, depuis le 7 octobre, l'image de l'Iran, ainsi que celle de son axe, s'est renforcée à travers le Sud global. Et maintenant, en ces jours, ils voient que l'Iran refuse de se soumettre. Ainsi, le prestige de l'Iran grandit à travers le monde et dans toute la région. Et cela, je pense, est une très mauvaise nouvelle pour les États-Unis. L'Empire, une partie de son succès repose sur sa capacité à projeter sa puissance, mais lorsqu'il est perçu comme incapable, malgré la mobilisation de ces supplétifs régionaux que je viens d'expliquer, les familles de dictateurs, les dictatures du Golfe Persique, la Jordanie, Erdogan et d'autres, et ensuite tout le camp occidental aux côtés de Trump, soutenant cette agression et ce massacre conjoint mené par les régimes de Trump et de Netanyahou, les gens voient que l'Iran riposte et que l'axe de la résistance riposte. Cela ternit l'image des États-Unis. Et d'un autre côté, les Iraniens ont fermé, comme je l'ai dit plus tôt, le détroit d'Ormuz, et les Américains ne peuvent rien y faire. Il faut garder à l'esprit, vous vivez dans un pays technologiquement avancé, que l'IA est le champ de bataille du futur, le dernier espoir de l'économie américaine, car elle a été désindustrialisée. C'est pourquoi ils se concentrent sur l'IA. L'Iran fait grimper le prix du pétrole et du gaz, et les États-Unis sont désespérés de réussir dans le domaine de l'IA. Donc, si les Américains intensifient le conflit, les Iraniens peuvent resserrer les taux et faire flamber les prix du pétrole et du gaz. Je pense que les Américains sont dans une très mauvaise situation. Ils commettent des atrocités 24 heures sur 24, sans aucun doute. Les Iraniens souffrent, mais le pays est uni. Si quelqu'un va sur ma chaîne Telegram ou sur mon compte Twitter et voit les images des gens dans les rues de Téhéran et dans tout le pays chaque nuit, il sera stupéfait, sous le feu. Parce que les Américains ne bombardent pas seulement Téhéran. Ils bombardent des centaines de villes. Et ils bombardent, comme je l'ai dit, des écoles, des hôpitaux, des commissariats locaux. Ils essaient de détruire la société civile. Ils essaient de détruire les structures de la société. Il me semble assez clair que l'objectif principal des États-Unis est de tenter de provoquer un changement de régime. Mais à défaut, ils essaieront de bombarder massivement l'Iran de manière à ce que son tissu social s'effondre dans des troubles civils. C'est aussi pour cela qu'ils visent les forces de police et les infrastructures civiles de l'administration dans ces différents endroits. Parce qu'il faut créer des conditions permettant à tout le pays de sombrer dans la guerre civile, n'est-ce pas? C'est le deuxième message. C'est pour ça qu'ils bombardent les services d'urgence, pour que les gens ne puissent pas appeler d'ambulance.
Alors, quelle est la contre-stratégie de l'Iran maintenant? Je veux dire, quel serait le scénario dans lequel l'Iran dirait « D'accord, maintenant nous les avons repoussés ». Si les États-Unis et l'Iran deviennent physiquement incapables ou réticents à tirer, à quel moment l'Iran dirait-il « Très bien, c'est fait, c'est terminé de notre côté ». À quoi cela ressemblerait-il? C'est compliqué. Vous savez, je n'ai pas de scénario clair en tête. Cela pourrait se dérouler de bien des façons. Mais au final, les Américains vont devoir reculer. Nous avons vu quelque chose de similaire au Yémen. Souvenez-vous de la guerre où les États-Unis devaient vaincre le Yémen et Ansar Allah, ce qu'ils aiment appeler les Houthis. À la fin, Trump a annoncé la victoire et s'est retiré. Il a dit qu'ils avaient capitulé, mais ce n'était pas le cas. Donc, le Yémen a gagné après 7 semaines de guerre et de dommages pour l'économie mondiale et celle des États-Unis. Le Yémen a remporté la guerre, mais en réalité, c'était simplement les Américains qui abandonnaient. Après un certain temps, les Américains vont devoir abandonner. Ils subissent des pertes. Leurs forces armées paient un lourd tribut. Je veux dire, chaque fois qu'ils bombardent des villes iraniennes, puisqu'ils craignent les missiles et les drones iraniens, leurs avions, leurs chasseurs, restent très loin. Ils ne survolent pas l'Iran, ils lui tirent des missiles dessus. Mais pour faire cela, ils doivent être ravitaillés en vol à l'aller et de nouveau au retour. Les vols sont donc très longs. Ce n'est pas bon pour les avions, et le carburant coûte très cher. Et bien sûr, les bombes et les missiles sont coûteux, et leur stock s'épuise à mesure que nous parlons. Les États-Unis ne sont pas un pays industrialisé comme la Chine, et ils ne disposent pas non plus d'une industrie militaire comparable à celle de la Russie. Ces missiles sont très coûteux à fabriquer aux États-Unis. L'Iran tire un drone sur une base américaine, et les États-Unis répliquent avec des missiles anti-drones. Le drone iranien coûte quelques milliers de dollars, tandis que le missile américain en coûte plusieurs centaines de milliers. Et puis bien sûr, le prix de l'énergie augmente. Donc tous ces éléments se combinent. Cela ne va pas bien se terminer, surtout avec Trump déjà si impopulaire. Il y a les dossiers Epstein. Il y a les profondes divisions aux États-Unis. Contrairement aux guerres précédentes, où les médias occidentaux mentaient ouvertement, et où les dirigeants occidentaux mentaient ouvertement, et la plupart des gens les croyaient et soutenaient la guerre, comme en Irak. Ici, malgré les mensonges, nous avons vu Witkoff affirmer que dans 10 jours, l'Iran fabriquerait une arme nucléaire. Ou Van Singh dire plus ou moins la même chose. Trump parlant de l'Iran fabriquant des missiles pour frapper les États-Unis. Tous ces mensonges, nous les avons déjà entendus en 2002 et 2003. À cette époque, ils ont réussi à mobiliser la société américaine, comme lors d'autres guerres. L'Occident est doué pour mobiliser les gens naïfs de l'Occident. Mais aujourd'hui, la méfiance envers les régimes occidentaux et les médias occidentaux est si grande que, même si la désinformation sur l'Iran reste efficace, les gens continuent d'avoir des opinions massivement négatives et étranges sur l'Iran, qui ne reposent pas sur la réalité. En somme, les médias occidentaux, du Guardian à Fox News, de Breitbart à The Independent, sont tous pareils lorsqu'il s'agit de l'Iran. Nous avons vu au Congrès, lorsque Trump a prononcé son discours sur l'état de l'Union, que la seule fois où tous les sénateurs se sont levés ensemble pour applaudir, démocrates et républicains, c'était lorsqu'il attaquait l'Iran. Les États-Unis n'ont donc pas réussi à convaincre le public américain, et le monde est plus ou moins indigné, à l'exception de quelques poches de soutien, peut-être en Inde et dans certains milieux en Europe. Les gens voient clair dans tout cela. Il sera donc très difficile pour les États-Unis, pour Trump et la classe dirigeante Epstein aux États-Unis, de maintenir cette situation très longtemps, parce que les souffrances et les douleurs infligées sont perçues comme étant au service du régime israélien.
Pas très. D'accord. Et une dernière question, car je sais que vous avez beaucoup à faire. La collaboration, ou plutôt les interactions, avec la Russie et la Chine, comment les percevez-vous? Sont-elles en augmentation? Entendez-vous quelque chose à ce sujet? D'autres apportent-ils leur aide? Recevez-vous une aide humanitaire de leur part? Vous savez, depuis la guerre de 12 jours, les libéraux en Iran, ceux qui soutenaient qu'il fallait essayer de construire des ponts avec l'Occident, ont vu leur position s'effondrer très rapidement. Et maintenant, je pense qu'il y a un consensus. L'Occident peut faire semblant que les Iraniens le soutiennent, que ces émeutiers représentaient la société iranienne. Ils peuvent le dire autant qu'ils veulent, se cogner la tête contre un mur, peu importe. Ils tueront des gens, cela ne les dérange pas, mais ils en paieront aussi le prix. Les Iraniens sont unis contre les États-Unis et l'Occident. Et maintenant qu'ils ont vu qu'à chaque fois qu'ils négocient, les États-Unis essayent de tromper l'Iran, cette fois l'Iran n'a pas été dupé du tout. Il était préparé. L'ayatollah Khamenei est resté dans sa résidence. Il est resté et a travaillé dans son bureau parce qu'il l'a choisi ainsi. Il n'avait pas peur. Lorsqu'on lui a demandé de partir, il a répondu que beaucoup de gens n'avaient nulle part où aller, sinon chez eux. Alors lui non plus n'irait nulle part. Il savait, mais il est resté ferme, et cela l'a rendu encore plus héroïque aux yeux des Iraniens ordinaires. Sa femme a été martyrisée, son gendre a été martyrisé, sa fille a été martyrisée, sa petite-fille a été martyrisée. Mais le reste de l'appareil militaire et politique a été bien moins touché que pendant la guerre de 12 jours. L'Iran est uni. Et pour les États-Unis, c'est, je pense, la défaite ultime pour les États-Unis et le régime israélien. Les principaux atouts militaires iraniens sont bien protégés. Ils sont profondément enterrés sous terre. Comme je l'ai dit plus tôt, les Iraniens se préparent à une attaque des États-Unis depuis des décennies. Ou peut-être que je ne l'ai pas encore dit. Mais depuis l'invasion de l'Irak, les Iraniens construisent des bases souterraines dans toute la région du Golfe Persique et au-delà. Parce que les États-Unis ont désigné l'Iran comme faisant partie de l'axe du mal et ont commencé à dire que toutes les options étaient sur la table. Bush, Obama et ainsi de suite. Donc l'Iran s'est préparé. Ce n'est pas un scénario dans lequel les Américains peuvent remporter la victoire. Ils peuvent massacrer des Iraniens, mais cela se terminera par un échec. Et je suis désolé, j'ai oublié votre question. Je ne suis pas sûr d'y avoir vraiment répondu. La question était de savoir si la Russie et la Chine offraient une quelconque aide. Oui, c'est ça. Les libéraux ont perdu le débat, et beaucoup se sont détournés. Comme je l'ai dit, ces émeutiers ne représentent pas l'opinion publique iranienne. Ils ne constituent qu'une petite partie de la société. Beaucoup d'entre eux regrettent maintenant ce qu'ils ont fait, car ils voient ce que les États-Unis leur font subir. L'argument, désormais, est que nous devrions nous concentrer davantage sur les pays amis, ceux qui ne nous attaquent pas. Le consensus en Iran s'est en partie formé grâce à Trump, au régime de Washington et au régime israélien. Les relations avec la Russie et la Chine se sont améliorées et je pense que dans les années à venir, ces liens se renforceront encore. Exactement. Ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que l'Iran est une société très diversifiée, avec de nombreuses opinions différentes. Mais cette guerre canalise désormais ces opinions dans, les quelques voies qui restent possibles. Professeur Marandi, merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé aujourd'hui et prenez soin de vous. Vous savez, je ne suis pas une personne très croyante, ni un grand fidèle, mais s'il y a quelque chose qui s'en rapproche, je dirais que je prie pour vous et pour la sécurité de tous dans toute la région. Je mettrai également le lien vers votre profil X dans la description de cette vidéo.
Tout le monde, allez consulter les mises à jour du professeur Mohammad Marandi. Professeur, merci pour votre temps aujourd'hui. Professor, thank you for your time today. Thank you very much. As General Soleimani once Merci famously beaucoup. said, we are the nation of Imam Comme l'a dit Hussein. un jour le général Soleimani, nous sommes la nation de l'imam Hussein. Si les analystes, les politiciens et les responsables militaires américains avaient un peu étudié l'histoire de Karbala, son impact sur la société iranienne, le petit-fils du prophète, et la manière dont elle est profondément ancrée dans l'idéologie religieuse iranienne de soutien aux opprimés et de défiance envers les oppresseurs, ils auraient réfléchi à 2 fois avant d'attaquer l'Iran. Mais espérons que malgré le fait que les jours soient sombres pour le Liban, pour les Iraniens, pour les peuples de la région et pour les peuples du monde entier, car partout, les gens sont indignés et profondément troublés par ce que fait l'Occident. Et bien sûr, Gaza, Gaza, Gaza. Espérons que malgré l'obscurité, le soleil brillera un jour sur l'humanité, que l'Empire s'effondrera et que ceux qui survivront connaîtront des jours meilleurs. Le soleil se lèvera de nouveau. Merci, professeur Marandi. Thank you.